Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Formule 1 avec la notation des pilotes suite au Grand Prix d'Azerbaïdjan qui s'est déroulé à Bakou. On aura la notation des qualifications et des courses et je vais modifier un petit peu puisque maintenant on classera directement par écurie. Ça sera plus simple de faire un face-à-face entre les pilotes. On va tester comme ça. Donc vous avez le résultat de la course sur le côté gauche. Vainqueur Verstappen, Perez, Russell Hamilton, Gasly, Vettel, Alonso, Ricciardo, Norris, Ocon, Bottas, Albon, Tsunoda, Schumacher, Latifi, Guan Yu, Stroll, Magnussen, Leclerc, Sainz. Beaucoup d'abandons. Certains vont quand même recevoir une note puisqu'ils ont fait une partie assez significative de la course et qui ont montré plus ou moins de belles choses, bien évidemment. Donc commençons par Ferrari puisque c'était un double abandon. Donc je vais vous mettre ça sur le côté. Tac, tac, tac. On est parti pour les notes de Bakou en qualif et en course. Donc pour Sainz, je lui ai mis un 3,5 en qualification. Alors que Leclerc, je lui ai mis un 9,5. Vous allez comprendre pourquoi. Alors si on regarde ce qui s'est passé au niveau des qualifs, quand on voit que Charles Leclerc finit avec 3 dixièmes, hein, pardon, 3 dixièmes d'avance sur les Red Bull, on ne peut pas se permettre, en tant que second pilote ou premier pilote, peu importe, on s'en fout, on ne peut pas se permettre d'être quatrième et de laisser directement les deux pilotes rivaux s'intégrer comme ça. De plus, être à 5 dixièmes de son coéquipier, c'est beaucoup trop, malheureusement, clairement beaucoup trop. Euh, on est méchant, certes, hein, c'est sûr que la différence entre Albon et Latifi, s'il y a 5 dixièmes, tout le monde s'en fout. Mais là, on joue potentiellement un championnat constructeur. Donc on ne peut pas se permettre avoir 3 dixièmes d'avance en termes de rythme de voiture en qualification et ne pas réussir à prendre la deuxième place. Hein. C'est un peu l'objectif. Je rappelle, pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, mes notations, 8, c'est faire le job. Et en l'occurrence pour Sainz, avec une voiture aussi rapide, faire le job, c'était de décrocher la deuxième place et il aurait eu un 8 ou un 8,5 sans trop de problème en fonction de s'il était loin de Leclerc ou pas. Mais là, il n'a pas fait le job. Quatrième place, avec autant d'écart, c'est juste pas possible. À l'inverse, Leclerc, bah, il a fait le taf à chaque fois, il a été chercher un tour assez phénoménal en dernier lieu de Q3 pour avoir 3 dixièmes d'avance sur les Red Bull, ce qui est assez impressionnant, hein, honnêtement. Donc franchement, ouais, un petit 9,5 de très belle qualification. Pour la course, je suis gentil avec Sainz, hein, parce que pour être honnête, il n'avait pas du tout le rythme sur le début de course. Alors, là-dessus, je peux pas être trop méchant parce qu'on sait pas la stratégie. Ça se trouve, il était un petit peu en mode conservation de pneumatiques, alors que Charles Leclerc, sous pression de Verstappen, était peut-être en train de tirer le maximum de sa voiture et en train de taper dans les gommes, et ça se trouve, il aurait été au stand bien plus tôt. Donc on peut pas savoir. Ça se trouve, Sainz pilotait plus lentement, c'était peut-être sa stratégie d'économie de pneus et aurait augmenté le rythme plus tard dans une grosse conservation. Donc on va pas être trop méchant. Par contre, la radio de dire les Red Bull sont très rapides, c'est un petit peu une preuve d'impuissance. C'est un peu en mode j'arrive pas à les rattraper, j'arrive pas à tenir le rythme. Alors que Leclerc était bien devant Verstappen, il arrivait à tenir à peu près l'écart avec Perez. Donc c'est un petit peu un aveu de faiblesse. Donc je suis gentil, je lui mets pas une note, sinon j'aurais sûrement mis un 4. Mais on va quand même tolérer ça parce qu'il a abandonné après 10 tours sur 51, je crois, Bakou. Donc voilà. Pour Charles Leclerc, je lui ai mis un 9, hein, effectivement. On se retrouve avec une course qui était plutôt propre. Il perd la place au départ au profit de Perez, avec un départ un petit peu lent, un petit lock-up. Mais après ça, on savait que les Red Bull étaient plus rapides. Je pense pas qu'il les aurait retenus derrière lui. Malgré tout, il arrivait à retenir Verstappen comme pas mal de temps. Puis après, bon, c'est parti pris stratégique de s'arrêter sous la première Virtual Safety Car, c'est d'avoir un avantage directement de temps pour la suite en termes de pit stop, au cas où il n'y avait plus de problème. Mais finalement, il a abandonné, donc bon, et il a fait une très bonne course de retenir autant Verstappen derrière. En plus, il avait repris la tête de la course grâce à cette stratégie. Mais on n'aurait pas vu le duel si une fois en tête, il aurait pu conserver ça, voire limite s'arrêter pour des pneus tendres à nouveau à la fin. Même si de toute façon, je sais pas si ça aurait marché parce que la meilleure stratégie c'était de démarrer en pneus médium et finir sur des hards. On a vu que tous ceux qui ont pit sur l'inverse, qui ont fait d'abord des hards puis des médiums, déjà en hard c'était plus ou moins compliqué. Même si ça allait bien, le pneu allait plutôt bien après.
Une fois que les gens sont passés en médium, donc je pense à Ricardo, Ocon, Bottas, etc., les trois, il n'y en a aucun qui a eu le rythme. Ricardo était largué, Ocon était largué, Bottas était largué, avec pourtant des pneus plus tendres et donc plus rapides de base. Non, à ce niveau-là de la course, je sais pas, peut-être que la température de la piste était trop descendue, et que la fenêtre de déploiement de la performance n'était plus optimale, mais en tout cas, voilà, ceux qui ont passé d'abord medium puis hard ont vraiment bénéficié de ça. La meilleure stratégie étant celle appliquée par Red Bull, Alonso, les deux McLaren, Norris, pardon, pas les deux McLaren, à savoir commencer sur des médiums pour à peu près une vingtaine de tours, puis passer sur des hard pour avoir un sacré rythme. Ceux qui ont tenté l'alternative en s'arrêtant sous safety car, je pense Vettel par exemple, eh ben, il devait remonter dans le peloton, donc on en parlera un petit peu plus tard. Ça pouvait le faire, c'était juste que le rythme en fin de course aurait été un peu moins bon, mais certains l'ont très bien fait fonctionner. Magnussen, alors Magnussen et Schumacher. Magnussen, je lui ai mis un 7 en qualif, et Schumacher, je lui ai mis un 2. Alors, encore une fois, on rappelle, le 8 étant faire le job. Bon, on attendait au moins de faire le job de passer en Q2. Alors, c'est vrai que la Haas n'a pas l'air d'avoir vraiment le rythme. Il était à 2 secondes de Bottas. Et voilà, et Schumacher, dernier, hein, pour le coup, c'est pas tous les jours que Latifi peut se qualifier devant d'autres monoplaces. Ça fait un petit peu mal pour Stroll et Schumacher, donc c'est pas très bon. Alors certes, on sait qu'il a eu des problèmes en libre, mais il y a quand même beaucoup d'écart. J'ai peur qu'il y a la confiance qui a été gravement entamée, le fait de plus devoir se cracher aussi, parce que, rappelons que l'année dernière, Mick Schumacher a coûté 3 300 000 $ à son écurie rien qu'en réparation, et cette année, on est déjà à plus de 3 millions de dollars. Dans des budgets capés, c'est juste improbable. Si on était des années en arrière, il serait déjà fait virer en fait. C'est pas possible d'impacter autant le budget en tant que pilote. Tu peux pas te permettre de te cracher autant, aussi souvent, commettre autant d'erreurs. Donc pour le coup, en plus, même quand il commet pas d'erreurs, il est pas au niveau de son coéquipier. Donc honnêtement, logiquement, il devrait même partir à la mi-saison. Hein. C'est pas pour trash talk le nom Schumacher, mais là, c'est même pas, on s'en fout de son nom. C'est juste que genre, il a pas le niveau quoi. C'est comme Latifi, mi-saison, faut qu'il parte, tu vois. C'est genre grave. Hein, et on leur pardonne des choses parce qu'ils ramènent de l'argent qu'on pardonnerait pas à d'autres pilotes. C'est ça qui est fou. Donc honnêtement, c'est un petit peu chaud là. Hein. Je peux pas donner beaucoup plus que ça. Magnussen, je lui ai mis un 9 en course. À Schumacher, je lui ai mis un 4. Magnussen qui a mis un petit peu de temps à démarrer finalement, mais qui a réussi à prendre un rythme sur les pneus durs assez conséquent au point de remonter la grille petit à petit comme ça avec son relais et puis arriver derrière Ocon. Je crois qu'il avait pit sous Virtual Safety Car. Et quand il est arrivé derrière Ocon, alors c'est sûr, les Alpines, c'était clairement la difficulté de ce Grand Prix. Hein. Ocon a fait claquer des concurrents, c'était incroyable. Mais malgré tout, il y avait du rythme, tu vois, qui était là, il y avait potentiel de jouer des points selon le déroulement de la course. Donc, ouais, une entrée dans les points clairement envisageable, avec une stratégie qui était plus adaptée que la concurrence. Et du coup, malheureusement, l'abandon fait que ça gâche tout, mais c'était une très bonne course de Kevin Magnussen pour aller viser les quelques points pour As. Dommage. Passons maintenant à Aston Martin. Alors Aston Martin, Lance Stroll, je lui ai mis un 0 en qualification, et Vettel, je lui ai mis un 8,5. Alors 0 en qualification, vous savez que je suis dur, mais en même temps, c'est comme ça. Un pilote qui casse la voiture, qui coûte en réparation, je ne peux pas lui mettre 2 points. Voilà, donc Stroll se plante dans l'aileron avant, apparemment il n'y a pas de dégâts, il fait son tour lancé, il fait une deuxième erreur de pilotage consécutive, ça fait mal en un tour, et il se replante, et là il pète aileron avant, suspension avant, bref, ça coûte encore, là il y en a pour 450 000 $ de réparation, je crois que c'est 300 000 une suspension, 150 000 un aileron, bref, donc ça recoute bonbon, et en budget capé ça fait mal, donc c'est un 0 tout simplement. En course maintenant, j'ai mis un 4 à Stroll. Autant vous dire qu'il a été invisible à la télé, et pour cause, parce que il était totalement invisible en fait. Il a jamais réussi, contrairement à Magnussen du coup, qui a fait son petit trou et qui a remonté comme ça un peu le peloton. Stroll est resté tout derrière, sans jamais vraiment être inquiétant. Et au final, il a abandonné. Alors peut-être par souci d'économie, je crois que c'était à 4-5 tours de la fin,
pour économie moteur ou autre. Vettel, je lui ai mis un 8. Alors, je vous ai dit que 8, c'est faire le taf. C'est vrai. Je devrais mettre moins de 8 à la base, parce qu'il fait quand même une grossière erreur sur le dépassement d'Ocon. C'est-à-dire qu'il était vraiment déjà devant, mais il a peut-être pensé que Ocon allait freiner tard pour jouer la position. Ce que n'a pas fait Ocon. C'est intelligent, et au final, Vettel tire tout droit avec un petit blocage de pneus, très joli demi-tour, mais il perd la position face à Hamilton, il perd la position face à Tsunoda, il perd facile 7 ou 8 secondes là-dessus, et donc il faut cravacher pour remonter. Maintenant, il faut attendre que Hamilton passe, il faut attendre que Tsunoda passe, il faut attendre de repasser Ocon à nouveau, donc énormément de pertes là-dessus, donc ça devrait être moins de 8 à cause de l'erreur, mais en même temps, j'ai envie de lui remettre des points parce qu'il est quand même remonté à la 6ème place. Il n'a pas été démotivé. Avec des pneus qu'il a pit assez tôt sous Virtual Safety Car, qu'il a un petit peu cramé avec le lock-up. Malgré tout, il est remonté avec un sacré rythme. Derrière Gasly au final. Et il finit 6 secondes devant Alonso, dont je parlerai d'Alpine un peu plus tard parce que leur stratégie, pour moi, l'écurie qui a joué le mieux à Bakou, c'est Alpine pour le coup. Ça se voit pas, mais je vais vous l'expliquer. Ceux qui ont fait le pire en termes d'optimisation de points, c'est sans doute McLaren. Ok. Maintenant, Vettel, il est remonté là. Il peut pas aller chercher plus haut. Il peut pas aller chercher les Red Bull, ni les Mercedes, ni Gasly. Gasly qui était bien plus performant avec son AlphaTauri. Et était même devant Tsunoda. Donc, honnêtement, je peux pas. Voilà. Certes, vu son rythme, il y avait moyen. À la base, il était devant Hamilton. Donc s'il avait vraiment réussi son dépassement sur Ocon, déjà Ocon aurait bloqué Hamilton. Hamilton a mis 6 tours pour dépasser Ocon. Donc vous imaginez le temps que Vettel aurait eu pour partir loin en fait. Il aurait même pu remonter sur Gasly à ce moment-là. Donc il y avait mieux potentiellement que la 6ème place. Peut-être la place de Gasly avec un petit peu de chance sur la fin sur la Virtual Safety Car. Gasly n'aurait peut-être... ce serait peut-être pas fait coincer aussi, mais en même temps, si Hamilton avait pit, il aurait peut-être pu bloquer Hamilton, en fait. Parce qu'Hamilton s'est arrêté derrière Gasly, et du coup, il a pris l'avantage des pneus plus frais pour dépasser Gasly. Mais si Vettel avait été derrière Hamilton, c'est pas sûr qu'Hamilton aurait fait ça pour la position. Donc c'est là que c'était un petit peu chaud, quoi. Donc ça reste un très bon Grand Prix de la part de Vettel, honnêtement. Toujours pas le week-end parfait, il a du mal. Il y avait une petite erreur en qualification, il y avait une grossière erreur de pilotage en qualif, ça fait mal, parce que tu sens qu'il y a du potentiel dans l'Aston Martin. C'est pour ça que c'est encore plus ridicule que les résultats affichés par Stroll. Alfa Romeo maintenant, j'ai mis un 8 en qualification à Guan Yu Zhou, j'ai mis un 2,5 pour Bottas. Bottas qui est complètement passé à côté de ce week-end. Alors Bottas qui est à peine passé en Q2, une 44 478, une 44 444, Guan Yu Zhou une 43 777 et une 43 790. Donc honnêtement, il y a 7 dixièmes en Q1 entre les deux et de nouveau 7 dixièmes en Q2. Oh, c'est la fessée, hein, c'est la fessée. Pour le coup, on avait même vu Guan Yu Zhou à un moment passer dans le top 5 en Q1. C'était assez impressionnant de le voir monter là-haut. Et puis, il est resté quand même convenablement là pour passer en Q2. Donc, Bottas était nulle part dans les essais libres, etc. Et je pense que ça s'est vérifié. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Pour la course, j'ai mis un 9 à Guan Yu Zhou. Peut-être son meilleur week-end. C'est triste à dire parce qu'il a encore abandonné. Mais notamment, il gagnait des places au début. Puis, il a perdu une place face à Bottas. Puis, il a regagné une place face à Bottas, de souvenir. Et après, il était derrière Ocon, je crois. Il était même devant Magnussen. Mais voilà, l'abandon, quoi. Moi, je serais d'accord, je pète un câble. Le gars, il a eu combien? C'est son 4e abandon en course depuis le début de la saison. C'est pas possible. Là, vraiment, c'est un peu comme Magnussen. Il avait une très grosse occasion de mettre des points au compteur. Et honnêtement, je peux le dire, c'est le premier week-end où Guan Yu Zhou m'a vraiment impressionné, que ce soit en rythme de qualification. Alors je sais pas ce que foutait Bottas, parce que ça se trouve, Guan Yu Zhou était vachement lent, mais dans ce cas-là, Bottas était complètement à côté de la plaque. Et en course, même le rythme de Guan Yu Zhou, l'agressivité, très très bon week-end. Passons chez Williams maintenant. Et donc du coup, oui, j'ai mis un 4,5 à Bottas parce que il était loin, même d'Ocon qui était déjà pas non plus le plus rapide.
Il a pas pu être inquiétant. En plus, il a eu la mauvaise strat. Donc après, sur les médiums, pareil, il pouvait pas se plus rache-pocher que ça. Son rythme était pas exceptionnel. Il s'est fait dépasser. Bon, il a fait ce qu'il a pu, mais au final, il finit à la 11e place au bord des points. Même s'il faut rappeler que il y a 3 places gratos grâce à Leclerc, Sainz et Tsunoda qui étaient devant, hein. Donc maintenant, on va passer à Williams. Williams, Latifi, je lui ai mis un 4 sur 10 pour les qualifications. J'ai mis un 7 à Albon. Alors, Latifi, bon, bah, 1,45 367 contre 1,44 719. Voilà, ça fait 6, quasiment 7 dixièmes entre les deux à nouveau. C'est... C'est mauvais, mais en même temps, on va dire, il a réussi à dépasser Lance Stroll et Mick Schumacher. Donc je vais pas lui mettre un 2, je lui ai mis un 4. Et Albon, bon, bah, il était classé devant, mais devant, c'était un peu trop rapide. En rythme de course, par contre, Albon, c'était pas mal du tout, hein. Il a fait le taf, il a fait son rythme, il a fait sa course, alors pas suffisante pour rentrer dans les points comme ça. Il n'y a pas eu de genre gros safety car. Mais clairement, il a fait son taf, il a fait le job. Latifi, en course, bon... que dire, déjà, il va trop loin sur sa ligne, il dépasse la ligne jaune. Donc il y a un de ses mécanos qui le recule pour le remettre en place. Sauf qu'une fois que tu as fait une transformation, il est interdit de toucher la voiture. Donc, en le reculant juste comme ça avec le pneu, boum, stop and go de 10 secondes de pénalité qu'il doit appliquer dès le début. Donc, rien que là, déjà, sa course, elle est morte. Il part avec 30 secondes de retard sur le dernier pilote. Même pas sur le premier, il a déjà 30 secondes de retard sur le pilote d'avant lui. Sa course est déjà morte, après il se fait rattraper pour les drapeaux bleus, et en plus il commet l'erreur de prendre une seconde pénalité parce qu'il ne respecte pas 12 drapeaux bleus. Je précise bien 12 drapeaux bleus. Et donc il prend une autre pénalité, je crois de 5 secondes, parce qu'il fait pas passer Gasly. Il a beau expliquer qu'il a voulu laisser passer Gasly sur la ligne droite, pour pas qu'il souffre du DRS face à Hamilton. Ça change pas que la FIA fait encore preuve d'inconstance, puisque on rappelle qu'à Monaco, Latifi a bloqué Sainz pendant autant de drapeaux bleus et n'a pas eu de pénalité. Albon a bloqué Leclerc pendant 18 drapeaux bleus sur Monaco, hein. En plus, Monaco, genre, c'est pas, tu peux passer à côté, là. C'est le même style de circuit urbain. Quand t'es dans le secteur 1 et 2 de Bakou, tu passes pas. Donc là, pareil, 18 drapeaux bleus à Monaco pour Albon, pas de pénalité. Là, 12 drapeaux bleus, pénalité. Donc, faut que la FIA se décide, hein, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, combien de drapeaux bleus sont tolérés? Tu vois, à la limite, faut peut-être fixer ça aussi comme règle. Tsunoda et Gasly. Alors Tsunoda, bon, pas de chance, honnêtement. Je lui ai mis un... Quelle ligne j'ai mis ça? Un 8,5 en qualif. 8,5. Tac. Et Gasly, je lui ai mis un 9. Alors, 8,5 Tsunoda. Donc Tsunoda, 1,43 595, donc 2 dixièmes derrière Gasly. 3 dixièmes derrière Gasly. 1,43 376, 2 dixièmes et demi derrière Gasly. Et là, 2 dixièmes derrière Gasly. Donc il a resserré un petit peu, on est 3 dixièmes, 2 dixièmes et demi, 2 dixièmes. Pas aussi rapide que Gasly en qualif, mais ça reste de la Q3, ça reste une 8ème place. Honnêtement, bien aidé parce que les McLaren auraient dû aller en Q3, honnêtement. Leur rythme de qualif était bien meilleur que les Alpines, par exemple, mais elles se retrouvent bloquées parce que Tsunoda a fait un drapeau jaune, il me semble. Donc les 2 Alpines et les 2 McLaren ont dû annuler leur tour. J'espère qu'un jour on aura cette règle qui dit que si un pilote cause un drapeau rouge en se crachant et du coup retarde les qualifications ou annule le temps des autres pilotes, et ben drapeau rouge égale 3 places de pénalité sur la grille. Ça ferait chier les gens. Et à l'inverse, si quelqu'un bloque ses roues, fait une erreur de pilotage, cause un drapeau jaune qui annule les résultats des rivaux qui sont derrière, c'est pareil. Drapeau jaune, bien sûr, on vérifie par la FIA, une place de pénalité. Vous voyez, par exemple, Tsunoda, ici, il fait un drapeau jaune, ça annule le temps des 2 McLaren et des 2 Alpines, et Ocon devait largement passer en Q3. Et ben voilà, une place de pénalité, ça l'aurait mis derrière Vettel, par exemple. Je trouve pas que ce soit hyper cher payé quand tu peux faire perdre autant aux écuries adverses. Parce que là, on était un petit peu sur ces dernières années, les qualifications, c'était le moment où les pilotes extraient 100% de la voiture, et c'était au pilote qui sera le plus rapide avec sa monoplace. Et aujourd'hui, on a l'impression que les qualifs, c'est au pilote qui sera le moins lent avec sa monoplace, en essayant de jouer, voilà.
Comme Alonso, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, c'est pas du tout fair play, je suis supporter d'Alpine pourtant. Mais voilà, ça se fait pas de sortir comme ça pour ralentir tout le monde, les empêcher de faire leur tour et tout. Ah oui, ah super, il a gagné sa place en Q3 et ça fait... À Monaco, il est chanceux parce que Alonso se crache et du coup, Perez s'est crashé quelques secondes avant lui, donc il y a un drapeau rouge. Donc il perd pas sa position, alors qu'Ocon aurait passé devant et autres, il aurait fait 10e. Et là, pareil, Alonso, bah, il fait un truc à la mort moelleux, il ralentit tout le monde réussit quand même à passer, mais le temps des McLaren, le temps des Haas, c'est déjà mort. Et en plus, bah, il y a Albon qui est derrière lui, qui est en train d'améliorer, qui apparemment avait de quoi passer en Q2 avec son temps, 2 dixièmes d'avance, ça fait combien À ce moment-là, je sais pas c'était quoi, mais 2-3 dixièmes, ça aurait pu passer en Q2, effectivement. Mais il fait un vieux truc où il freine plus tôt que la normale, il fait «Ah, je perds le contrôle, je tire tout droit». Même moi qui étais en on-board, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Les explications sont pas vraiment mieux derrière. Bon, on connaît le loustic, hein, comment dire, il a de la bouteille. Donc ouais, c'est pareil, une place de pénalité pour si c'est avéré, bien évidemment, si c'est étudié par la FIA et avéré. D'ailleurs, au moment où je vous parle et au moment où je vous parle et que je vous filme cette vidéo, nous sommes déjà au Grand Prix du Canada qui arrive et aujourd'hui même, nous sommes mardi, et ben il y a la FIA qui a contacté Alan Perman, Otmar Safnauer et Fernando Alonso pour étudier ce cas. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir rétro-pénalité pour le Grand Prix du Canada? Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez sérieux. Parce que pour vous dire qu'ils ont étudié ce truc, même au Grand Prix d'après, on est encore en train d'étudier le cas Fernando Alonso et des pénalités applicables. Parce qu'il y a quand même, il doit y avoir un règlement du sportsmanship, hein, comme on dit. Donc voilà pour du coup Tsunoda et Gasly pour les qualifications. J'ai mis un 8 en course à Tsunoda. Ben, il a fait le taf. Hein. C'était clairement pas du niveau de Gasly qui avait un rythme incroyable avec son AlphaTauri. Ou du moins qui a enfin réussi à débloquer le rythme incroyable de son AlphaTauri parce qu'il peut pas aller plus vite que sa monoplace ne peut aller. Donc il y a du potentiel dans cet AlphaTauri. Et c'est peut-être la première fois depuis le début de saison qu'il arrive à vraiment en tirer la quintessence. Donc c'est très 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 bien. Tsunoda qui était dans les points jusqu'à avoir son DRS qui se déchire en deux, qui se fait scotcher et qui du coup repart au fond du peloton. Malgré tout, bah, il a conservé sa place devant Schumacher, mais bon, c'est pas foufou, hein, clairement. Voilà. Gasly, bah voilà, on est proche de la perfection. Et je pense qu'il aurait réussi un coup de maître s'il avait réussi à garder sa 4ème place, mais 5ème place, c'est déjà vraiment, vraiment le top. Alpine et McLaren, alors là, attention, hein, ça c'est un petit peu débat. Donc pour moi, des deux, Alpine a très très bien joué, McLaren a très très mal joué. Au début, on ne sait pas pourquoi, vraiment, la stratégie gagnante, c'était medium puis hard, à partir du 20e tour. Alonso avait des hards, et bizarrement, il avait un sacré rythme pour des hards. Quand on compare à tous ceux qui avaient des hards derrière lui, il avait un sacré rythme. Et bah, il a essayé de passer Norris quelques fois. Et McLaren a dit non, vous le passez pas, tu arrêtes de dépasser Norris, tu prends le large, et puis tu respectes la vitesse, parce que de toute façon, Norris va plus vite qu'Ocon. C'est logique, hein, Norris il a des pneus médiums et Ocon était en pneus hard. Et donc Alonso allait plus vite qu'Ocon avec ses pneus médiums. Donc Norris suivait Alonso mais ne pouvait pas le dépasser. Mais Ricciardo arrivait à suivre le rythme des médiums avec ses hards. Et c'était ça qui était impressionnant. Donc pour le coup, on va reparler de la course. Je vais mettre les notations pour les qualifs. Donc en qualif, j'ai mis un 7,5 à Ricciardo et un 8 à Norris. Donc ça passe pas en Q3, même si bah voilà, on reste un petit peu sur notre fin, on sait pas s'il y avait le potentiel, mais clairement au niveau des secteurs, la McLaren était la 4e, voire 5e meilleure voiture avec l'AlphaTauri hein, sur ce circuit, on va dire au coude à coude avec l'Aston Martin. Mais voilà, en termes de rythme, il y avait carrément mieux à tirer de ça. Et donc voilà, McLaren n'a pas autorisé Ricciardo à dépasser Norris, ce qui est complètement d'un côté stupide, d'un côté complètement compréhensible. Je vais vous expliquer d'un côté pourquoi c'est compréhensible. Parce que Ricciardo a des pneus hard. L'Alpine, on l'a vu avec Ocon tout le long du Grand Prix, dépasser Alonso, c'est quasiment mission impossible. La vitesse de pointe de l'Alpine est bien trop élevée. Et c'est pour ça qu'a bien joué Alpine aussi. Donc même si McLaren gagnait 6 dixièmes dans le secteur 1
et 8 dixièmes dans le secteur 2, eh ben il perdait quoi 7 dixièmes dans le secteur 3. Mais c'est le secteur où tu dépasses, donc dans tous les cas, même si t'es plus rapide sur un tour, eh ben t'es bloqué derrière. Donc en fait, si Norris n'arrivait pas à passer Alonso avec des médiums, et il arrivait juste à tenir le rythme, eh bien oui, Ricciardo aurait pu passer Norris, mais en fait en hard, ça aurait été beaucoup trop compliqué pour dépasser Alonso tout de même. Et maintenant, ma raison pour laquelle c'est stupide, c'est parce que vous avez vu comment Ricciardo arrivait à mettre la pression à Norris avec des hards. Eh ben, imaginez la pression qu'il aurait pu mettre à Alonso. Non pas qu'il l'aurait dépassé, mais il avait des hards en fait. Donc Norris aurait pu rester derrière et prendre le rythme, le DRS ou rester derrière pour être tranquille. Il était de toute façon plus rapide qu'Ocon à ce moment-là. Par contre, Ricciardo aurait pu mettre une sacrée pression sur la gestion pneumatique d'Alonso. Parce que Alonso, quand t'as quelqu'un qui te pousse au cul, t'es obligé de défendre, t'es obligé de changer de trajectoire, t'as des tours moins optimisés, tu dégrades plus tes pneus, etc. C'est un petit peu ce qui est toute la course d'Ocon, finalement. Sauf que là, bah, Alonso, il est devant. Norris, il a le même rythme que lui derrière, il lui met pas la pression, donc les deux tournent pareil. Et Ricciardo, il doit ralentir. Or, s'ils avaient mis la pression à Alonso, ils auraient pu lui niquer un peu sa course en l'obligeant à détruire un peu sa gestion pneumatique, qui est très mauvaise, rappelons-le, pour les Alpines. Donc en le forçant à être défensif, ils auraient pu le jouer le coup. Bon, malgré tout, ils l'ont pas fait. Donc on est arrivé sur le moment où on a 2 McLaren derrière une Alpine, et McLaren ne fait à aucun moment un undercut avec un des deux. Le b.a.-ba de la stratégie de Formule 1. Quand t'as 2 pilotes de la même écurie derrière un pilote rival, un undercut, quoi. Il suffisait de rentrer Norris au tour, je crois que Alonso s'arrête au tour 21 ou un truc comme ça, ou au tour 20. Bah tu le rentrais, tu sentais que le rythme d'Alonso baissait, tu rentres Norris un tour avant. Donc tu obliges, tu fais un undercut avec Norris. Pendant ce temps-là, Ricciardo, bah, il fonce sur Alonso. Alonso, il est obligé de rentrer le tour d'après pour pas se faire undercut sur Norris. Et donc là, Ricciardo, il a le champ libre, il peut y aller à fond, tu vois. Et oui, il peut y aller à fond pendant que Norris s'est arrêté. Donc admettons, je sais plus, je crois qu'il s'est arrêté genre tour 20, on va dire. Donc t'arrêtes Norris tour 19. Hop, Ricciardo, il rattrape très rapidement Alonso. Alonso, il est obligé de s'arrêter au tour 20 pour pas se faire undercut par Norris. Et là, bah, Ricciardo, air libre. Pneu hard, tout le potentiel et toute la vitesse qu'il avait, il pouvait la déployer. Mais qu'est-ce que fait McLaren? 2-1. Ils font pas l'undercut. Ils tentent un overcut complètement stupide. Parce que Norris a pas plus de rythme que Ricciardo. Et donc Norris reste dehors 3 ou 4 tours de plus que Alonso. C'est complètement con. Tu doubles pas l'Alpine avec Norris, en fait. Sur le même composé de pneus, jamais tu dépasses l'Alpine en ligne droite, en fait. Il fallait faire la différence sur un composé de pneus, soit en étant mettre sous pression ou pas. Donc déjà, pour moi, c'est complètement stupide ce que McLaren fait. Et en plus de ça, bah, une fois qu'Alonso s'arrête au stand en premier, bah, Ricciardo, il a envie de pousser, lui. Et on lui dit, non, tu restes de nouveau derrière Norris, parce que Norris, il essaye d'aller le plus vite possible pour faire un overcut sur Alonso. Bref, ça, c'était la pitié pendant 3 ou 4 tours. Norris s'arrête au stand et il ressort 6 secondes derrière Alonso. Donc, en tant qu'overcut, je sais pas ce que les mathématiciens de chez McLaren ont calculé, mais quand tu fais un overcut et que tu ressors 6 secondes derrière le pilote que t'es censé overcut, t'as merdé, hein, t'as clairement merdé. Donc, bref, une fois que Ricciardo est à l'air libre, il se retrouve sous la pression de Gasly. Or, voilà, eux qui se sont arrêtés bien avant, c'est un peu la merde. Donc ce qui aurait pu être largement profitable pour Ricciardo, ne l'est pas. Et honnêtement, je vais vous dire pourquoi Alpine a super bien joué. Donc là, au niveau des notations, j'ai mis un 8,5 à Ricciardo en course et un 7,5 à Norris. Pour la simple et bonne raison, c'est que après que Ricciardo n'ait pas eu la bonne stratégie, donc hard puis médium, les médiums à la fin n'avaient pas assez de rythme, comme je l'ai dit, on l'a vu avec Ocon, Bottas, pareil, ça marchait pas du tout. Norris voulait dépasser Ricciardo, quoi. Et on lui a dit non, tu restes derrière, on lui rend la faveur, quoi. Il a dit ouais, mais la faveur tout à l'heure c'était pour de la stratégie, or là c'est pour une place de course, donc je peux le dépasser. Bon, il l'a quand même pas dépassé, mais je trouve pas ça sympa en fait, du tout, quoi. Clairement, il aurait fallu mettre la pression
pour faire déglinguer les pneus de Alonso. Ça aurait été facile à faire vu la merde que c'était les Alpines. Bon, passons maintenant aux Alpines. Alors les Alpines, j'ai mis un 7 à Ocon en qualif et un 7,5 à Alonso. Alors, je m'explique pourquoi. Pourquoi c'est moins bon que les McLaren. Bah, les McLaren ont été bloqués par le drapeau jaune. Ocon avait carrément plus de rythme que ça. Vous voyez, une 43,9 contre une 44 pour Alonso, donc un dixième plus rapide en Q1. En Q2, alors, faut savoir que, comment ça s'est déroulé. Ocon, oui, parce que je peux parler un petit peu plus en conséquence avec mes analyses. Ocon a fait son deuxième run de Q1. Il a fait son deuxième run de Q1 et en fait Stroll s'est crashé. Donc il y a eu le drapeau rouge au moment où il était dans la ligne droite de l'arrivée. Ouais, et drapeau rouge juste là, du coup il est rentré au stand aussitôt. Mais donc voilà, il a utilisé on va dire son deuxième set de pneus de Q1. Et pour ce faire, ils ont tenté de faire le premier run de Q2 avec ce set-là, le set qu'il a utilisé pour faire un tour lent et un tour rapide. Donc il a fait un 1,43 585 contre 1,43 330, je crois, d'Alonso. Ouais, c'est ça. Sachant que un pneu neuf, par rapport à un pneu qui a fait un run de qualif, vous comptez, selon le circuit, entre 7 dixièmes et 1 seconde, carrément, de mieux. Donc ça dépend des circuits. Bakou, ça avait l'air d'être aux alentours des 7 ou 8 dixièmes entre un set de pneus neufs et un set de pneus usés. Donc là, si vous prenez le 1,43 585, Ocon, quand il suivait Alonso et les McLaren, donc quand Tsunoda a provoqué le drapeau jaune, eh ben, les deux McLaren et les deux Alpines ont vu leur second tour annulé, le second tour de Q2. Voilà, Ocon était déjà au secteur 2, plus de 5 dixièmes en avance sur ce temps-là. Donc il était déjà en 1,43, il visait déjà le 1,43,0, sachant que il était déjà en avance de 5 dixièmes au secteur 2, sachant que ben, c'est sur le secteur 3 que l'Alpine gagne le plus de temps. Donc il aurait fait facile, c'est ce pneu neuf, les 7 dixièmes de mieux. 7 dixièmes de mieux, si tu comptes 1,43 585, ça nous emmène à 1,42,9. Et 1,42,9, c'était large pour passer devant Alonso, pour passer devant Vettel, pour passer devant Tsunoda, et d'aller même potentiellement aller à pas grand-chose jouer avec Hamilton. Le rythme d'Ocon était meilleur que celui d'Alonso en qualification, mais je peux pas lui mettre une grosse note parce que on reste un petit peu sur notre fin. C'est genre, oui, mais c'est des si et si et si. Tu vois, donc on peut juste juger sur la Q1 et la Q2 où il était plus rapide qu'Alonso. Et au moment où son tour se fait annuler, il était encore une fois largement plus rapide qu'Alonso pour aller chercher donc le 1,43,0, ce qui l'aurait mis dans le top. Comme il était, hein, de toute façon, on nous avait vu en Q1 où il était. Q2, il avait à peu près le même potentiel. Et Q3, il y avait également le potentiel pour faire cette 6e ou 7e, 8e place. Entre 6 et 8, c'était clairement le potentiel d'Ocon. Mais voilà, on ne le saura pas. Pour Alonso, il était un peu en dessous et sa Q3, il la loupe. Enfin, son tour de Q3 sur les pneus neufs, il se foire sur 2 virages, parce que je regarde les on-board, il se foire sur 2 virages. Finalement, il fait un temps qui est pas très bon. Pour vous dire, il avait donc son premier run en pneus usés. Et je crois que son deuxième run, c'était un 1,43,4 ou 1,43,5, son truc. Et avec ses pneus neufs, il a amélioré que de 3 ou 4 dixièmes. Donc pour finir en 1,43,173. Donc ouais, améliorer que de 3 ou 4 dixièmes avec un set de pneus neufs, c'est trop peu quand t'as des pneus neufs, quoi, justement. Donc là, pour le coup... encore une fois, pour tous ceux qui disent ouais mais Alonso est trop malchanceux, honnêtement il est malchanceux en course, mais en qualif il a de la chance. Et c'est la malchance d'Ocon en qualif, parce qu'il est déjà sur, je crois, 3 drapeaux jaunes et un drapeau rouge qui lui ruine ses qualifs à chaque fois. Donc en fait il y a 4 séances de qualification où il a même pas pu faire ça, ça fait déjà 2-3 là. Monaco, pareil, ruiné par un drapeau. Ça fait un peu... Ça fait un peu chier hein, pour Alpine de ne pas gérer ça. Mais bon, le potentiel était là. Pour la course, j'ai mis un 8 à Ocon et un 8,5 à Alonso. Hop, là, je fais des bêtises. Qui était... Alors, je vais vous dire pourquoi Alpine a bien joué. Pour être honnête, en tant que supporter et après analyser toutes les données, Alpine ne devait même pas finir dans les points. Honnêtement, même pas finir dans les points.
Si Norris n'avait pas fait le gain et avait laissé passer Ricciardo dès le début, il mettait la pression sur Alonso qui dégradait ses pneus facilement. Ça forçait Alonso à s'arrêter bien avant, il n'aurait pas pu avoir un sacré rythme. Quand tu prends que, en considération, Ocon, il a la mauvaise stratégie, donc hard puis médium, et Alonso il a la bonne stratégie, médium puis hard. Malgré tout, avec l'Alpine d'Ocon, il a fait énormément de retard sur des pilotes, c'est incroyable. Le rythme d'Ocon sur le premier relais, il est vachement plus lent que tous ceux qui sont en médium. Et Ricciardo qui était en hard, mais qui était largement plus rapide. Donc ça se creusait de fou. Il a bloqué Vettel super longtemps, il a bloqué Hamilton super longtemps, Tsunoda super longtemps, tous ceux qui étaient derrière lui, il les a bloqués super longtemps. Je vous ai dit, il a fallu 6 tours pour que Hamilton le passe. Hamilton, quand il a rattrapé Ricciardo, eh ben, au moment où il l'a rattrapé, le tour d'après, il l'a dépassé. Il a fallu un tour. Donc quand tu vois qu'il a fallu 6 tours pour dépasser Ocon, ouais, l'Alpine en ligne droite, ça faisait chier. Donc Ocon a retenu tellement de pilotes derrière lui qu'il a fait gagner un temps fou à Alonso en fait, en termes de concurrent direct. Malgré tout le temps qu'Ocon a fait gagner, tu vois qu'Alonso il finit derrière Vettel, il finit le Grand Prix je crois aux alentours des 6 secondes derrière Vettel. Alors que Vettel c'est quand même le mec qui est resté bouchonné par Ocon, qui a doublé Ocon, qui s'est foiré, qui a tiré, qui a dégradé ses pneus après la Virtual Safety Car, qui a tiré tout droit, qui a fait un demi-tour, qui a perdu 8 secondes, qui a perdu 2 places derrière Hamilton, derrière Tsunoda, qui a remonté, qui a attendu qu'Hamilton passe, qui a attendu que Tsunoda passe, c'est pareil, il a fallu genre 4 ou 5 tours à Tsunoda, après qui lui-même a dû mettre au moins 2-3 tours à passer Ocon, donc il a réattendu tout ça, il repasse Ocon, et il finit quand même 6 secondes devant Alonso, alors qu'il a perdu... il a perdu tellement longtemps sur la piste. Tellement longtemps. Donc, en gros, quand je vois que Alonso finit à 6 secondes, Vettel, il a facilement perdu au moins 25 secondes sur ce Grand Prix, pour être honnête. Donc, Alonso aurait dû finir très loin de Vettel. Et si tu prends le cas que bah, t'as encore Leclerc, t'as encore Sainz et t'as encore Tsunoda, ça veut dire que Alonso, au lieu de finir 7ème, il finissait 10ème. 10ème pour 1 point. Donc Ocon a fait le jeu d'équipe en bloquant énormément, très belle défense d'ailleurs de sa part, et Alonso, il a donné tout ce qu'il pouvait avec le rythme. Donc ce que j'aime bien chez Alpine, c'est qu'ils ont osé de prendre un setup qui était complètement nul en secteur 1 et secteur 2, mais en secteur 3, ils avaient la meilleure vitesse de pointe. Donc en fait, ils ont fait les bouchons. Et à ce jeu-là, Ocon a fait le meilleur bouchon de tout le Grand Prix. Donc c'est plutôt bien joué en termes de stratégie. Hein. Pour le coup, respect à Alpine. Mais si McLaren n'avait pas foiré sa stratégie, Ricciardo aurait pu largement, avec son rythme, mettre la pression et passer, et pit, et pouvoir finir devant Alonso. Donc honnêtement, en temps normal, s'il n'y a pas d'abandon, etc., Alonso se battait pour la 10ème place. 1 point. Voire même 0 si Ricciardo et McLaren ne faisaient pas de la merde en termes de stratégie à cause de Norris. Donc logiquement, se battre pour 1 point et repartir avec les 2 pilotes dans le top 10, à savoir Alonso qui marque 6 et Ocon qui marque 1, en tant que supporter, je peux vous dire que c'est waouh, c'est super bien payé, hein, parce que le rythme de l'Alpine et la dégradation pneumatique étaient dégueulasses. Donc, GG à Ocon d'avoir fait l'embouteillage, GG à Alonso d'avoir finalement juste roulé avec la meilleure stratégie possible et de la rentabiliser. Et donc, il l'a clairement rentabilisé avec Ocon. Malgré tout, c'est un peu dommage, parce que tu te dis qu'avec Vettel, qui a été bouchonné autant de temps, qui a fait une erreur, Alonso finit quand même derrière Vettel, tu vois, c'est dingue. Et Tsunoda, si ça avait été le cas, c'est loin, très loin de Gasly aussi. Donc, ouais. l'AlphaTauri qui était performante là-dessus. Mais bon, un week-end solide des 2 pilotes Alpine, des 2 pilotes McLaren. De toute façon, ça a été soit bien, soit complètement hasardeux. J'ai mis un 8 à Russell en qualif et un 7 à Hamilton. Alors, 8 pour Russell. Donc légèrement toujours à peu près un petit peu plus rapide qu'Hamilton, de 2 dixièmes. Faut savoir que Hamilton, c'est pas pour trouver encore des excuses ou quoi que ce soit, il avait une nouvelle suspension arrière, qui était un peu moins bien réglée pour essayer d'éviter le marsouinage. Et en fait, sur la ligne droite, il perdait 3 dixièmes par rapport à Russell. Et donc, quand vous voyez qu'Hamilton était à peu près à 2 dixièmes, là, il était 1 dixième plus rapide, et là, il est à 2 dixièmes, avec un setup, parce que c'est le plus ancien, et il sait qu'il peut pas jouer de championnat, donc il prend tous les setups de merde pour essayer de récolter des maximums de données pour Mercedes. Donc avec le nouveau setup là,
Bah voilà, tant mieux. George Russell, il est performant, il marque les points, tant mieux. Et Hamilton essaye de corriger la voiture le plus rapidement possible. Donc dans tous les cas, ça marche bien pour que Mercedes inscrive des points. Malgré tout, il faut prendre quelque chose en compte, c'est que bah, en qualif, il n'était pas si loin de ça. C'est juste dommage que Gasly ait réussi à passer entre deux, quoi. J'ai mis un 8 à Russell en course. Il fait le taf, hein. Il démarre quatrième. Non, il démarre cinquième, pardon. Il y a l'abandon des deux Ferrari. Il finit sur le podium. Donc il a fait le job. Et il a fait le job sans combattre, quoi. Il a attaqué personne, il a défendu personne. Donc bah, il a fait le job, il ramène les points et c'est tout ce qu'on lui demande. Hamilton, encore une fois en course, la malchance tabat un petit peu sur lui. Euh, Son début de course est correct, il essaye d'attaquer Gasly, il relâche un petit peu la pression en termes de rythme parce que tu peux pas maintenir tout le temps l'attaque comme ça. Au moment où ça arrive, il y a la Virtual Safety Car. J'ai pas compris quand la Virtual Safety Car reprend, Vettel il est qu'à 6 dixièmes derrière Hamilton. J'ai clairement pas compris le délire. Mais en tout cas, voilà, Vettel essaye d'attaquer Hamilton, c'était bizarre. Et donc, il y a la Virtual Safety Car qui arrive, Vettel est collé à son cul, 6 dixièmes, les deux rentrent au stand, Mercedes se foire sur l'arrêt au stand d'Hamilton, le pauvre. Donc Mercedes se foire sur son arrêt au stand, donc Hamilton rentre 6 dixièmes devant Vettel, il ressort 6 dixièmes derrière Vettel. Le mec perd une place au stand, c'est abusé, Mercedes là, ils font de la merde. Donc du coup, Hamilton se retrouve bloqué derrière Vettel, Vettel se retrouve bloqué derrière Ocon, Ocon défend impeccablement pendant super longtemps, jusqu'à ce que Vettel commette une erreur. À ce moment-là, Hamilton tente sa chance sur Ocon, il lui faut 6 tours pour passer, et après, il arrive à remonter quand même tout le truc, à se rendre intéressant, remonter les échelons jusqu'à derrière Gasly, s'arrêter, puis réussir à dépasser Gasly avec les pneus frais. Waouh, il est resté combatif, donc c'est pour ça qu'il va avoir un peu plus que Russell. C'est pas parce que c'est la position finale, Russell n'a pas eu besoin de combattre, il n'était pas inquiété. Il aurait été 2 dixièmes plus lent, on s'en fout, ça n'a rien changé. Il n'a pas besoin de cravacher pour avoir ses points, d'où la séance de qualification qui est importante. Mais voilà, Hamilton, il n'est pas aidé par sa team, il perd des places au stand, et malgré tout, il reste motivé, il remonte jusqu'à cette 4e place. Donc ouais, c'était une bonne course. Et pour finir Red Bull, alors j'ai mis un 8,5 à Max Verstappen et un 9 à Perez. Perez était costaud, hein, toujours plus ou moins rapide que Max, jusqu'à se retrouver quasiment un dixième plus rapide que lui pour les Q3. Et en course, c'est un peu l'inverse. J'ai mis un 9 à Verstappen et un 8 à Perez. Sacré rythme de Verstappen pour mettre la pression à Leclerc. Puis il a finalement remporté haut la main, on va dire comme ça, sans trop de problèmes. Donc, si on cumule tout ça au niveau des notes du Grand Prix, ce qui va vous permettre d'avoir une donnée, si vous êtes d'accord ou pas, on a Gasly et Leclerc qui ont fait un très bon Grand Prix, hein, qui peuvent pas... Il n'y a rien à leur reprocher, ils ont fait une très bonne séance de qualif, ils ont fait une très bonne course, et finalement, ils ont obtenu le résultat qu'ils pouvaient. Bon, Leclerc, c'était l'abandon, on peut rien y faire. Verstappen, Perez, pareil, week-end très solide, ils se qualifient très bien, ils font une très bonne course tous les deux. Ouais, c'est du lourd. Guan Yu Zhou, qui a été enfin le premier week-end où je vous l'ai dit, il m'a vraiment étonné. Vettel Tsunoda, pareil, assez intéressant d'avoir amené cet Aston Martin en Q3, qui a permis une très bonne prestation à Vettel en course, même si encore parsemé d'erreurs. Tsunoda, c'est pas au niveau de Gasly, mais c'était quand même solide pour un week-end. Derrière, Russell, Alonso, Ricciardo, Magnussen, tous les 4, un week-end très solide, hein, 16, au-dessus de 15, de toute façon, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Donc Russell, Alonso, Ricciardo, Magnussen, impeccable, pas grand-chose à dire, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, il y a des drapeaux jaunes, il y a eu un rythme de course un peu moins bien, etc. C'est pas le top du top, mais c'était largement pour faire une prestation solide et ramener des points. Hamilton, c'est pareil, c'est solide avec Norris, Ocon, Albon. C'est l'impression qu'ils sont très très bas, Ocon et Albon, mais non, 15, ça reste très bien. Hein. Moi, je vous ai dit, je suis pas méchant avec les pilotes. Hein. Un pilote qui fait le taf en qualif, qui se qualifie, où sa monoplace peut être, et qui fait le taf, je sais pas, admettons, on prend le cas de Russell. Russell, il se qualifie 5ème, il finit 5ème, il fait le job en qualif, il fait le job en course, c'est 8 et 8, c'est un 16 sur 20, c'est une très bonne note. Après, s'il combat, s'il a besoin de défendre, s'il a besoin de conserver sa place, s'il a besoin d'attaquer pour récupérer sa place, s'il a eu pas de chance, s'il a eu de la chance, tout ça, je le prends en compte.
Mais déjà, ça donne une très bonne base. Et donc, on voit que les pilotes au-dessus de 15, c'est ceux qui ont réalisé un très très bon week-end. Les pilotes qui sont un peu en dessous, c'est comme d'hab Latifi, qui a un 8 quand même. Un 8, attention. Hein. C'est largement au-dessus de sa moyenne, donc un bon week-end pour Latifi, lol. Bottas qui est complètement passé à côté. Schumacher qui était inexistant. Stroll qui se crache et qui était inexistant. Et Sainz, alors bon, c'est un 3,5, hein, faut pas non plus être méchant. Je lui note pas sur la course pour pas trop diminuer sa moyenne. Du coup, en termes de moyenne de notre pilote, on a Leclerc-Verstappen, toujours les deux un petit peu dans leur propre ligue. Norris-Perez, un petit peu en dessous. Ocon qui est en train de diminuer sur sa moyenne. Là, c'est pas de chance à Monaco, pas de chance là pour les qualifs, ça le met dans la merde en course. Donc il va falloir de nouveau cravacher, parce qu'il était, je rappelle, au niveau de Norris sur ces 4 premiers Grands Prix. Mais maintenant, attention. Russell Hamilton qui sont en train de remonter, qui commence à faire des bonnes prestations. Bottas qui descend. Vettel, Gasly et Alonso qui remontent très 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 fort, qui commencent à aligner de très bonnes performances. Donc on va avoir justement, ça suit un petit peu la croisée des points aussi, hein. Clairement. Albon qui fait toujours du bon taf. Tsunoda, Magnussen, c'est un peu en dents de scie. C'est la même chose de Sainz. Guan Yu Zhou qui fait un très bon week-end. Et Ricardo qui va peut-être se réveiller, mais là on veut pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sinon, les 3 pilotes qui doivent disparaître de cette grille sont à l'heure actuelle Stroll, Schumacher et Latifi qui doivent libérer leur baquet. Guan Yu Zhou, on peut le laisser encore une année. Ricardo, stand-by. S'il fait toutes des prestations comme il a fait à Bakou jusqu'à la fin de l'année, impeccable, il peut rester. Si c'était la seule bonne prestation de l'année... Enfin, je veux dire, si Ricardo il est fort, juste à Monza, qui est le circuit avec le moins de difficultés techniques en termes de virage, bon, ouais, ok, tu vois, ça fait un peu chier. Bakou, pareil, quoi. S'il est bon qu'à Bakou et à Monza, ouais, ça va pas tirer grand-chose, quoi. C'est sur les virages à haute vitesse qui sont les plus importants. Donc, voilà, on est en train de... Ça se resserre le classement, hein. Surtout là, le midfield. À partir de Ocon, Tsunoda, Magnussen. Ocon, Tsunoda, Magnussen. Selon les Grands Prix, ça peut vite tourner. Surtout, ça me fait plaisir de revoir Vettel, Gasly et Alonso aligner les bonnes performances ici, qui sont en train clairement de faire remonter leur moyenne générale. On n'est pas loin, hein, regardez, 102, on est 102, 104. Comment ça se fait? Ah oui, c'est parce que Alonso il est abandonné sur un truc, ok. C'est qu'il a moins de points, mais une meilleure moyenne. Ouais, on n'est pas à grand chose. Il y a 10 points. Ça va se faire aisément. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. Tchuss tchuss.